de la grimace. Quand elle lui demandait si ses larmes étaient des larmes de joie, il opinait de la tête. Mais il était incapable, ou n'avait pas envie, de lui expliquer ce qui le rendait heureux. À cause de ses difficultés de communication, Meghan et son fils n'étaient pas aussi complices qu'elle l'aurait souhaité, et c'était une tristesse de tous les instants. Cet enfant lui avait brisé le cœur 1 millier de fois, mais parce qu'il était la douceur même, il le lui avait aussi réparé le même nombre de fois. Pour rien au monde, elle n'aurait préféré qu'il soit normal et ne souffre d'aucun trouble, car alors il n'aurait pas été le même garçon. Elle l'aimait en dépit d'eux et en partie pour ce parcours semé d'embûches qu'ils effectuaient ensemble. Ce jour-là, l'observant dans l'embrasure de la porte de sa chambre, elle lui dit « Tout se passe bien, Woody? Tu vas bien ?» Quoique accaparé par son ordinateur et demeurant dos à elle, il leva le bras droit et tendit l'index vers le plafond, un geste dont elle savait depuis longtemps qu'il était positif et signifiait plus ou moins « Je suis sur la lune, maman. » « Parfait. Il est 20h. Tu n'oublies pas, au lit à 22h, comme d'habitude. » Il décrivit un tourbillon avec son index, puis sa main retomba sur le clavier. Chapitre 2. Une fois sauvegardé le document sur lequel il travaillait depuis longtemps et qu'il avait intitulé « La vengeance du fils, preuve scrupuleusement recueillie d'un mal monstrueux », Woody, 11 ans, éteignit son ordinateur, entra dans sa salle de bain et se brossa les dents avec une brosse électrique Sonicare. La Sonicare était munie d'un minuteur qui arrêtait le brossage au bout de 2 minutes et à aucun moment on n'était censé frotter soi-même. À la place, il fallait laisser le balayage sonique éliminer la plaque dentaire. Sans minuteur, la bouche de Woody aurait été un cimetière de tissu gingival. Il n'était plus autorisé à utiliser une brosse à dents manuelle car, étant obsessionnel, il se serait frotté les dents avec trop de vigueur pendant 20 minutes ou plus. À l'âge de 10 ans, on avait déjà dû l'opérer pour sauver 3 dents de sa mâchoire inférieure gauche. Aujourd'hui, pour ce type d'intervention, les parodontistes utilisaient des tissus stérilisés et irradiés prélevés sur des cadavres. Woody avait donc des lambeaux de gencives d'un type mort autour de 3 dents et cela lui suffisait. Non pas que le tissu du type mort lui ait occasionné la moindre réaction étrange. Aucune envie de se les arracher, aucune envie soudaine de dévorer quelqu'un comme dans The Walking Dead. Le greffon ne l'avait pas transformé en zombie. Ce genre d'idée, c'était de la science de pacotille. Woody éprouvait de la gêne vis-à-vis des gens qui croyaient à la science de pacotille, et ils étaient nombreux. Il était également troublé par les gens qui se mettaient en colère à tout bout de champ, par les gens qui injuriaient les autres, par les gens qui maltraitaient les animaux. Il éprouvait de l'incompréhension et de l'embarras à l'encontre de tout un tas de gens. En outre, il était gêné quand il s'imaginait parfois embrassant une fille qu'il avait vue en photo dans un magazine, un acte dont la possibilité ne lui avait jamais effleuré l'esprit jusqu'à récemment. Embrasser lui paraissait dégoûtant. Burk, échanger sa salive, c'était sûr. Quelque chose ne tournait pas rond chez lui pour qu'il en ait autant envie. Et puis, il serait gêné à l'idée de demander la permission à une fille de l'embrasser, car il n'oserait jamais lui parler de ses gencives de cadavre de peur qu'elle vomisse et s'enfuit en courant. Il lui mentirait par omission. Une perspective source de mortification, car le mensonge était à l'origine de toutes les souffrances humaines. Le terme mortification pouvait se définir comme un douloureux sentiment d'humiliation pire que la gêne. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, Woody avait toujours été embarrassé par lui-même et par les autres. C'était une des raisons pour lesquelles il ne parlait jamais. S'il avait osé prendre la parole, il aurait dit aux gens ce qui le dérangeait chez eux, mais aussi ce qu'il trouvait embarrassant chez lui, et la liste était longue. Il était en vrac. Il n'était que pagaille. Les autres n'avaient aucune envie de s'entendre dire que c'était le bazar chez lui, ou bien dans leur tête à eux. Mieux valait garder le silence, ne rien dire, et espérer qu'ils nous apprécient. Si on ne leur disait pas qu'il régnait en nous un bazar gênant, on pouvait espérer qu'ils ne remarquent rien. L'une des caractéristiques les plus fréquentes chez les gens était leur manque de discernement. Après s'être brossé les dents, il alla se coucher et éteignit la lampe de sa table de chevet. Il n'avait pas peur du noir. Les fantômes, les vampires, les loups-garous et autres monstres de ce genre n'existaient pas, et il n'y avait aucun risque pour qu'un type mort entre en douce dans sa chambre pour récupérer son tissu gingival. Les seuls monstres, c'étaient les gens. Pas tous, juste quelques-uns. Comme ceux qui avaient tué son père. Il était mort depuis 3 ans
et personne n'avait été arrêté pour son meurtre. Tout le monde croyait encore à un accident. Woody, lui, connaissait la vérité. Maintenant qu'il avait enfin terminé La vengeance du fils, preuve scrupuleusement recueillie d'un mal monstrueux, les responsables seraient traduits en justice. Woody était supérieurement intelligent. Ses capacités de réflexion avaient atteint un niveau universitaire, ce qui ne voulait pas forcément dire grand-chose, puisque de nombreux étudiants semblaient ne rien savoir. C'était aussi un hacker accompli. Au cours des 2 dernières années, il avait infiltré des systèmes hautement protégés pour y installer des rootkits grâce auxquels il écumait les réseaux sans qu'aucun dispositif de sécurité ne détecte la présence d'un poisson clandestin explorant les eaux profondes d'un océan de données. Des explorations qui l'avaient également conduit dans les contrées étranges du dark web. En attendant le sommeil, Woody s'encouragea à avoir des pensées agréables. En vain. Il se demanda si un jour, dans quelques années, il rencontrerait une fille avec une grève de gencives, ce qui leur ferait un point commun. On l'avait embrassée sur la joue et sur le front, jamais sur la bouche, mais il n'avait jamais embrassé à son tour. S'il rencontrait ce genre de fille, ce pourrait être une bonne idée de commencer par là. Chapitre 3. Dorothy portait l'odeur de la mort. Elle avait 76 ans. Demain, peu après les premières lueurs du jour, elle aurait quitté ce monde. C'était une pénible vérité. Le monde était un endroit magnifique, mais il était rempli de pénibles vérités. Rosa Leone portait l'odeur de la vie, celle du shampoing parfumé à la fraise et des berlingots à la menthe poivrée dont elle raffolait. Infirmière à domicile, elle prodiguait à Dorothy des soins palliatifs dans la chambre où celle-ci avait passé la plupart des nuits de sa longue vie. Dans cette chambre, Dorothy et son défunt mari Arthur avaient fait l'amour et conçu un enfant, Jack. Arthur avait été comptable. Il était mort à 67 ans. Jack était mort à la guerre à l'âge de 28 ans. Ses parents avaient donc vécu de longues années sans lui. La perte de son fils était le grand drame de la vie de Dorothy. Mais elle était fière de Jack et avait su faire preuve de résilience. Alors elle avait continué. Elle avait vécu une vie qui avait compté. Kip n'avait jamais rencontré ni Jack ni Arthur. S'il les connaissait, c'était seulement parce que Dorothy lui avait souvent parlé d'eux. Assise dans un fauteuil, Rosa lisait un livre de poche sans se douter que la mort approchait. Pour l'heure, Dorothy dormait sous sédation et sans douleur. Kip souffrait lorsque Dorothy avait très mal. Il ne vivait avec elle que depuis 3 ans, mais il l'aimait éperdument. C'était dans sa nature d'aimer par-dessus tout. Avant que vienne l'heure du trépas, il devait s'armer de courage et se résoudre à sa disparition. Il descendit au rez-de-chaussée et franchit sa porte personnelle pour sortir prendre l'air sur la grande terrasse à l'arrière de la maison. La résidence se dressait à 6 mètres environ au-dessus du lac Tahoe. L'eau clapotait doucement au bord de la plage et les reflets tranchants d'une lune aux allures de cimetière scintillaient sur l'onde. La brise légère brassait de multiples odeurs: pin, cèdre, fumée d'un feu de bois, tapis forestier, champignons sauvages, écureuils, ratons laveurs. Kip percevait aussi un étrange murmure ininterrompu qui venait tout juste de lui parvenir. Il avait d'abord cru à des acouphènes dont il savait que certaines personnes souffraient, mais ce n'était pas cela. Il entendait presque des mots au milieu de ce flot étrange et incessant venu de quelque part à l'ouest. Ouest-nord-ouest, pour être tout à fait précis. Après la mort de Dorothy, Kip allait devoir enquêter, trouver l'origine de ce bruit, bien content d'avoir un objectif à court terme. Il descendit de la terrasse et, pensif, contempla un moment les étoiles. Bien que doué d'une intelligence prodigieuse dont seule Dorothy connaissait l'étendue, il n'avait pas la moindre idée de ce que tout cela signifiait. Bienvenue au club. Aucun des philosophes, bien plus sages que lui qui avait traversé l'histoire, n'avait su faire l'unanimité autour d'une même théorie. Peu après son retour dans la chambre de Dorothy, celle-ci se réveilla. Elle aperçut Rosa qui lisait son roman et lui adressa la parole d'une voix frêle. « Rosie, ma chère, vous devriez faire la lecture à Kip. » L'infirmière entra dans le jeu de sa patiente et lui répondit
Vous ne croyez pas que l'œuvre de Dickens dépasse ses capacités intellectuelles? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.